Et si vous voulez, Chardin est un des grands artistes du XVIIIe siècle. Il est très différent de ses rivaux, c'est-à-dire il est très différent de Watteau, qui est quand même le plus grand artiste du XVIIIe siècle. Il est très différent de Boucher, il est très différent de Fragonard, il est très différent de David. Il est né en 1699, il mourra âgé en 1779. Il ne connaît pas l'Italie, il ne va pas en Italie. Et en plus, il se tourne plus vers le nord que vers le sud. Tout ça, c'est un peu le contraire de ce qu'est Boucher, par exemple, ou Fragonard. Et en plus, il n'a pas de formation académique, c'est un autodidacte, c'est un artiste qui se fait lui-même, contrairement aux autres artistes du XVIIIe siècle qui, eux, au contraire, passent par l'école, qui passent par la formation classique que reçoivent les artistes du XVIIIe siècle. Chacun de ces artistes a une personnalité très autonome. Celle de Chardin a ceci de particulier qu'à une époque où on considérait que seul de peindre l'histoire, que ce soit la Bible ou la Bible, ou que ce soit la mythologie antique, c'est-à-dire Ovide, seuls les peintres capables de peindre ce genre de sujet étaient les grands peintres. Il fallait, selon la hiérarchie des genres, s'attaquer à des sujets bibliques ou mythologiques. Et il y avait une raison à cette hiérarchie des genres qui est toute simple, qui est plus difficile de peindre ce qu'on ne voit pas que ce qu'on voit. Et en effet, l'Assomption de la Vierge ou la mort de Germanicus, on ne voit pas ça tous les jours au coin de la rue. Par conséquent, cette hiérarchie des genres privilégiait les peintres qui avaient de l'imagination. Or, les petites fraises des bois et les œillets, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Et c'était par conséquent extraordinaire qu'un peintre qui peignait des sujets aussi modestes, des sujets aussi banals, aussi quotidiens, puisse être considéré comme un grand peintre. Et il a été, dès le XVIIIe siècle, considéré par un très grand peintre, notamment naturellement par Diderot, qui a été son poète. Et donc il y a quelque chose d'assez miraculeux dans Chardin, qui, non formé par l'Académie, qui ne va pas en Italie, qui ne peint pas les sujets qu'il faudrait peindre, c'est-à-dire les sujets mythologiques ou bibliques, comme je le disais, et qui s'attaque et parvient à convaincre les gens du XVIIIe siècle que peindre des poires, des pêches, des poireaux, des marmites, des choses comme ça, c'est aussi bien que de peindre, en effet, ces grands sujets mythologiques. Donc, il y a chez Chardin un côté révolutionnaire à cet égard, parce qu'il a brisé cette hiérarchie des genres, et au fond, au XIXe siècle, où il est tombé dans l'oubli, on le lui reproche, cette modestie des sujets qu'il peint. Il faudra l'arrivée des collectionneurs du XIXe siècle, pas simplement des impressionnistes, pour ceux qui lui avaient valu la gloire et qui lui avaient valu d'être tombé dans l'oubli, soient à nouveau réhabilités. C'est ça un peu le miracle de Chardin. Et parmi ces miracles, le panier de fraises est un tout particulier parce que, évidemment, c'est un tableau qui a été peint très vite, en quelques heures à mon avis, mais qui avait demandé une longue préparation. Qu'est-ce que c'est que cette préparation ? Ça consiste à disposer les objets d'une manière extraordinairement équilibrée. On sent qu'il joue avec les objets, qu'il les pose devant lui, qu'il les déplace, jusqu'à ce qu'il arrive à obtenir l'espèce d'accord parfait, l'équilibre total de ses compositions, jusqu'à ce qu'il arrive, à travers ce qu'il peint, à vous émouvoir.